Bonjour à tous, nouvelle semaine sur Prime News Télévision. Au cœur du décryptage, il était attendu au Parlement. Patrice Talon, le chef de l'État, s'est rendu devant la représentation nationale le 20 décembre dernier pour y prononcer son discours sur l'état de la nation. Et comme attendu, les avis n'ont pas tardé à diverger sur la question, qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition. Chacun y est allé de son argumentaire pour commenter la sortie du président de la République. Exercice que nous ferons également dans le cadre de ce décryptage avec mon confrère confortablement installé, Stéphane Arinou-Rossou. Bonjour, cher ami. Bonjour Stanislas et bonjour à nos amis internautes qui prennent du plaisir à nous suivre. Exactement, vous êtes journaliste, analyste sociopolitique. Bien évidemment, Patrice Talon était face aux députés le 20 décembre dernier. Est-ce que vous avez suivi son discours? Oui, pas en direct, mais j'ai fini par prendre connaissance de l'intégralité du discours du chef de l'État. Qu'est-ce que vous retenez déjà dans la forme, puisque nous allons aborder le fond tout à l'heure, mais dans la forme déjà, quelle est votre analyse? Oui, première chose, c'est déjà que le chef de l'État a sacrifié à la tradition en respectant les exigences de la Constitution, en se rendant au Parlement. Donc, il ne s'est pas absenté, il n'a pas manqué le rendez-vous. Et donc, je pense que tout ça participe du respect des textes de la République. Et puis, deuxième chose, c'est que quand on voit la forme du discours, on a constaté que le chef de l'État n'a pas été... en fait, il a été très concis, très précis. Ça n'a pas été un discours fleuve, un discours très long. Et je pense que c'est quand même très important. Ça a été très condensé avec un contenu quand même assez concentré. D'accord. Alors, ça, c'est ce qui est de la forme. Entrons maintenant dans le fond du discours du chef de l'État. C'est vrai, vous l'avez dit, il n'est pas si long que ça. Mais il y a des portions qui nous intéressent. Il dit « Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin et cela est irréversible, peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques, en quête d'un retour à notre passé honteux. » Je m'en arrête là, puisqu'il y a une suite justement. Oui. Et l'expression « passé honteux » a fait couler beaucoup d'encre et de salive sur la toile. Oui. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, c'est quand même normal, le mécontentement général qu'a suscité cette phrase du chef de l'État, parce que quand on parle de passé honteux, c'est quand même un ensemble. C'est quand même un ensemble. Et lorsque le chef de l'État parle de passé, je pense que c'est quand même un passé politique, un passé en termes de gouvernance, de gestion de l'État. Et donc, tous ceux qui ont participé à la gestion du pouvoir ou de la chose politique ces 20 dernières années et se sont sentis indexés. Et c'est tout à fait normal. Et je trouve que c'est quand même de bonne guerre. Ceux qui ont participé à la gestion ou à la gouvernance de la chose publique ont estimé que le chef de l'État a été un peu plus dur, Il est allé avec des mots un peu forts. Et je trouve que c'est quand même son appréciation. Même si en le disant, est-ce que le chef de l'État s'exclut lui-même? Là est la question. Là est la question, parce que d'une manière ou d'une autre, le chef de l'État n'est pas tombé du ciel pour descendre. On sait qu'il a participé, n'est-ce pas, donc depuis Soukérékou jusqu'à Yahi, passant par lui-même. Donc il a été au cœur de la gouvernance politique, même s'il n'a pas été au premier rang, en tant qu'acteur économique, il a quand même été dans les sérails du pouvoir pendant des années. Donc, est-ce qu'il s'est exclu lui-même? C'est cela qu'il faut chercher à comprendre. Donc, est-ce que quelque part, il n'est pas en train d'assumer lui-même son propre passé, en estimant que ce qu'il fait aujourd'hui marque une rupture avec un système auquel lui-même il a participé. Et donc je trouve que quand on prend la chose sous cet angle, ceux qui lui jettent la pierre doivent mettre un peu d'eau dans leur vin, parce que ils devraient se rendre compte que en parlant ainsi, le chef de l'État s'implique lui-même et peut-être leur demande à revoir les choses autrement, en s'alliant derrière lui, pour que la gouvernance qui a arriéré notre pays pendant des années ne soit plus perpétuée. Mais il a dit, puisque les mots ont un sens, les adjectifs aussi, il a parlé de notre passé honteux. Il n'a pas dit le passé honteux du Bénin. Donc,
quelque part, on peut estimer quand même oui, c'est pourquoi il s'identifie. Il s'identifie lui-même et il l'assume. Et je ne sais pas pourquoi ça devrait déranger. Bon, ce qui dérange peut-être, c'est la suite. Oui. Stéphane Pusseux, il dit fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Oui. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Oui, c'est vrai que le chef de l'État peut-être a utilisé des mots un peu plus forts, mais ça peut être aussi, après avoir exercé le pouvoir d'État pendant déjà, en fait, bientôt 10 ans, peut-être qu'il a compris peut-être beaucoup de choses. Et il s'en offusque. Parce que quelqu'un qui utilise ces mots-là, il faut comprendre un peu sa psychologie. C'est peut-être l'expression d'une déception profonde. Et il estime que son pays ne peut pas descendre aussi bas et que son pays mérite mieux. Donc, je trouve que pour lui, au lieu de lui jeter la pierre, il faut essayer de comprendre la posture peut-être d'un homme qui assume l'échec du passé politique de son pays et qui décide de faire beaucoup mieux. Maintenant, lorsqu'il utilise les termes incompétents, vendeur d'illusions, incompétents et mal intentionnés. Il parle de qui, selon vous? Non, mais c'est quand même clair. Il parle de la classe politique dans son ensemble, d'une manière ou d'une autre. Parce que, en vrai, ceux qui sont aujourd'hui de l'opposition politique, qui s'opposent à l'action du gouvernement, ceux-là, c'est vrai qu'ils ont participé au gouvernement passé, mais ceux qui sont également dans la mouvance, ceux qui soutiennent l'action du chef de l'État aujourd'hui, ont participé. Donc, dans le lot de la majorité présidentielle, ce n'est pas exclu qu'il y a aussi ces incompétents-là, ces vendeurs d'illusions qui ont participé au déchincrement politique auquel nous assistons aujourd'hui. Donc, je trouve que le chef de l'État n'a pas une cible particulière. C'est l'ensemble de la classe politique. Et je trouve que c'est quand même un échec exprimé, un échec assumé. Et donc, aujourd'hui, il estime que les choses se font un peu plus autrement. Et donc, il estime qu'il est temps qu'on s'aligne derrière lui au lieu de s'enfermer dans les querelles politiques intestines qui n'avantagent personne, mais de chercher l'intérêt le plus élevé qui est l'intérêt, n'est-ce pas donc, de la nation. Personne ne peut vouloir que son pays végète dans la médiocrité. Et puis, de façon objective et sereine, nous n'oublions pas les conditions dans lesquelles les partis politiques se géraient, les conditions dans lesquelles les nominations se faisaient, les copinages, le clientélisme, le favoritisme, et les micro-partis qui ont fait que aujourd'hui, qui ont fait que par le passé, si tu n'es pas proche de quelqu'un, tu ne peux pas accéder à un certain point. Aujourd'hui, ces choses-là, d'une manière ou d'une autre, on peut ne pas aimer l'homme, mais il faut avoir l'honnêteté politique et intellectuelle pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont avancé, même si il y a des choses. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est l'ensemble de la classe politique qui est indexé par le chef de l'État. Donc, c'est peut-être un appel, y compris même ses soutiens. Il n'exclut personne parce que il est quand même devant tous les députés. Et en tant que chef de l'État, lorsqu'il fait l'État de la nation, je pense que ce n'est pas destiné à un groupuscule donné. Non, c'est tout le monde. Il fait l'État de la nation dans son ensemble. Mais dans la suite, justement, il dit, honorable député, aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Il veut parler de quoi? Justement, on n'est pas sans savoir que, ou on ne devrait pas ignorer ou être aveugle à ce qui se passe dans notre pays. On sait que politiquement, il y a quand même des acteurs politiques qui sont en prison. Et cela suscite des remous politiques, cela suscite des dissensions. Il y a la question du code électoral qui est là, qui pose. Il y a la question des exilés en griffe politique qui se pose. Donc, le chef de l'État estime que peut-être il y a une forte pression qui s'exerce sur lui. Parce qu'il y a quand même, on appelle le chef de l'État à libérer Madougou, à libérer le professeur Joël Aïvo, comme si un dossier qui est pendant devant la justice, même si ça a un caractère politique, il devrait revenir exclusivement au chef de l'État de se lever de son lit et dire
sortez-moi Mamadou, sortez-moi Joël Aïva. Donc je trouve que peut-être que c'est une pression qu'il ressent et il estime que si on doit faire des consensus politiques qui ne devront pas avantager, d'accord, le développement du pays, il ne se retrouverait pas dedans. Maintenant, reste à savoir, parce que, et c'est là que je pourrais mettre du bémol à ma réflexion, c'est que reste à savoir si, en le faisant ainsi, on ne peut pas penser que le chef de l'État est dans une posture de jusqu'au boutiste qui pourrait contribuer à renforcer davantage les clivages politiques. Parce que, d'une manière ou d'une autre, quand on a exercé le pouvoir politique pendant presque 10 ans et qu'on est en fin de mandat, peut-être qu'on peut descendre le mercure en demandant maintenant une certaine assise, ce que recommande d'ailleurs l'opposition politique. Donc peut-être que le chef de l'État ne veut pas faire de concessions par rapport à ça. Il veut laisser la justice aller jusqu'au bout. Et puis même, on peut même déjà imaginer que le chef de l'État n'est pas prêt à laisser Madougou et Joël Aïva, n'est pas prêt à faire un quelconque consensus politique pour que les exilés politiques reviennent dans le pays avant qu'ils ne laissent le pouvoir. Donc, ce devrait être un message très clair. Et donc, les uns et les autres, aussi bien l'opposition que la mouvance, devraient comprendre que le chef de l'État est dans une posture d'aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de concession politique à faire à qui que ce soit. S'il y a des gens qui sont en prison pour des raisons évoquées par la justice doit faire son travail et aller jusqu'au bout. S'il y a des gens qui, pour une raison ou une autre, ont quitté le pays et décident de ne plus venir, et qu'on voudrait mettre la pression sur le chef de l'État, de faire une concession politique, de leur faire, je ne sais pas, une certaine, de les amnistier, afin qu'ils reviennent au pays, le chef de l'État lance un message clair, qu'il n'est pas dans cette posture, parce qu'il estime que pour des rapports, pour des questions de rapports politiques, des questions de copinage politique, on ne peut pas mettre tout le pays à genoux. Mais en même temps, il faut être regardant et dire que c'est quand même des compatriotes et que c'est à la faveur peut-être de divergences politiques qu'ils se sont retrouvés dans telle ou telle position. Et donc, il faudrait se revoir en tant que Béninois pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Et puis, l'autre chose, j'ai toujours pensé et dit que en vrai, ceux qui sont en prison ou en exil pour des raisons ou une autre, ce n'est pas tel que la communication politique se fait au niveau des formations politiques de l'opposition, ce n'est pas de nature à encourager le chef de l'État parce qu'il sent peut-être une pression où il sent qu'on est en train de salir son image au sein de l'opinion publique, alors que dans le même temps, on lui adresse une revendication politique. S'il veut, il peut concéder. S'il ne veut pas, il ne concède pas. Et personne ne peut lui en vouloir parce que d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas une décision qui dépend foncièrement ou fondamentalement de sa personne. D'accord. Alors, son discours a été assez concis et précis, mais cela a suscité assez de réactions. Est-ce que vous comprenez, parce qu'il y a des acteurs politiques de la mouvance qui étaient là, des députés du parti Union Progressiste de Renouveau, du Bloc républicain, et ceux des démocrates aussi, mais chacun, selon sa posture, a dit des choses pas nouvelles. Les députés de la mouvance ont applaudi le discours, ils ont trouvé que c'est cohérent, que c'est en phase, que le chef de l'État est un développeur, voilà, et tout ce qui va avec. Et ceux de l'opposition ont trouvé que ça manque de cohérence, voilà, et qu'il y a des choses à revoir. Est-ce que vous comprenez toujours ces postures politiques-là de nos représentants au Parlement? Non, d'abord, je trouve que c'est le classique, hein, parce que quand quelqu'un soutient l'action d'un chef de l'État, quand il vient, il ne peut pas venir dire le contraire de ce que son chef a dit. En tout cas, pour ce qui nous concerne au Bénin, les gens ne sont pas totalement objectifs pour s'opposer au chef. Maintenant, ceux qui ne soutiennent pas son action, c'est normal qu'ils lui jettent la pierre, qu'ils estiment que, etc., avec tout l'argumentaire qu'on sait déjà. Maintenant, c'est qu'au-delà de ces clivages politiques, de ces divergences d'opinion, quand un chef de l'État fait un discours, il faut dépasser ses émotions. Il ne faut pas être émotif. Il faut dépasser ses émotions et analyser rationnellement ce qu'il dit et opposer les idées. Maintenant, quand on a déjà une position figée, ça ne permet pas d'apprécier toujours la pertinence de l'argumentaire que vous évoquez parce que dès que vous le dites dans une certaine posture, on se dit c'est votre camp. Donc, on balaie déjà du revers de la main ce que vous dites. Et donc, c'est peut-être ce qui manque. Mais on ne peut pas refuser ça parce que le Parlement, c'est le lieu de la politique, des clivages politiques, etc. Donc, chacun y va
de son intérêt. Ils sont à l'Assemblée pour défendre au-delà de tout leurs intérêts politiques. Et donc, ils ne sont pas là pour jeter des fleurs au chef de l'État. Ils sont là à trouver les moindres occasions pour lui jeter la pierre. Et je trouve que pour construire un État-nation, il faut pouvoir, à un moment donné, se départir de ses propres appréhensions personnelles, de ses intérêts égocentriques, j'allais même dire égotiques, pour apprécier les choses en fonction de l'intérêt de la nation. Parce que au-delà de nous, ce qui reste le plus fort, c'est la nation. Et en l'espèce, on peut trouver des choses à reprocher au chef de l'État, mais dans la forme ou bien dans le contenu de son discours, je trouve qu'il est quand même en phase avec le programme de société qu'il a proposé aux Béninois. D'accord, merci beaucoup à vous, Stéphane Ahinounhossou, pour ces premières analyses du message du chef de l'État face à la nation. Il était face à la représentation nationale le 20 décembre dernier. Stéphane, vous êtes journaliste, analyste politique, merci beaucoup. Merci. On va se revoir très prochainement pour d'autres sujets de l'actualité. Mais j'aurais quand même, abordé un pan ou un aspect qui m'intéresse pas particulièrement dans, allez-y rapidement. Dans le discours du chef de l'État. Et c'est là peut-être que je n'approuve pas forcément, parce que c'est vrai qu'il a reconnu que les réformes qui sont engagées n'impactent pas encore directement le panier de la ménagère. Et quand il a dit dans son discours d'investiture qu'il fera de son deuxième et dernier mandat un mandat hautement social, et qu'à 1 an de la fin de son mandat, il dit que les répercussions de ces réformes ne se ressentent pas encore au niveau du panier de la ménagère. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une sorte d'échec? Ça, c'est une grosse interrogation. Et quand on prend les aspects infrastructurels, vous voyez, l'énergie aujourd'hui, l'énergie électrique, voyez, ça pose problème. Et les coupures reviennent. Le chef de l'État justifie ça parce qu'il estime que les réformes engagées dans ce secteur a suscité des appétits voraces de certaines entreprises. Et donc, pourquoi ces réformes n'ont pas pris en compte tous ces éléments-là? Est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas un aveu d'échec? Donc, au-delà de l'aspect politique que nous avons évoqué tout à l'heure, il y a quand même ces aspects sociaux qui sont quand même importants. Et le chef de l'État doit savoir que malgré tout ce qui est fait, il y a quand même quelque chose qui reste à faire. Et cette chose qui reste à faire, c'est l'aspect social, qui depuis jusqu'à maintenant manque, n'est-ce pas, donc à toutes les réformes. C'est vrai qu'au niveau macro, ces réformes sont appréciés à leur juste valeur et génèrent les résultats. Mais tant que ça n'a pas encore impacté la maman qui vit à Tchoumi, et tant que ça ne lui permet pas, n'est-ce pas, donc de payer face à la cherté de la vie, tant que ça ne contribue pas à améliorer, il reste encore à faire. C'est vrai qu'il a dit que ce n'est pas la route qu'on va manger, la route fait manger, la route fait manger, mais la route fait manger. Il dit que si on ne mange pas la route, il faut reconnaître que la route fait manger. La route fait manger. Et puis, on est d'accord. On est d'accord. Ça aussi, les gens ont pris ça comme ils l'entendent. Hein. Chacun dans son... Maintenant, la route fait manger combien? Est-ce que c'est l'ensemble, n'est-ce pas, donc des Béninois que cela a impact? La route fait manger qui? Bon, peut-être parce que le chef de l'État a des données qui lui permettent d'apprécier que la route fait manger. On ne peut pas le lui refuser. C'est certainement quand tu veux aller acheter, je sais pas, du maïs à Diakoto, ou bien quelque part, et que il n'y a pas une bonne route, c'est vrai que tu ne peux pas, ça peut générer des coûts supplémentaires. Mais si la route est bonne, voyez-vous, ça peut aller amoindrir ou alléger les coûts. Donc la route fait manger, sûrement. Mais la route fait manger, qu'est-ce qui justifie encore la cherté de la vie? Ça, c'est des questions pertinentes qu'il faut poser et se dire que le chef de l'État, certainement, ces 9 dernières années, a travaillé considérablement. Personne ne peut le lui refuser, mais sur le plan social, cela reste à faire. Et je suis heureux que lui-même, dans son discours, ait reconnu la chose. Et on va juste espérer que pour la seule année qui lui reste, des efforts seront faits et on va l'attendre pour son dernier discours devant la représentation nationale. Merci beaucoup Stéphane Ahinounhossou, vous êtes journaliste, analyste
politique. Merci d'avoir décrypté avec nous un pan justement du message du chef de l'État, le pan politique surtout. On reviendra avec vous sur d'autres pans de ce message. Merci à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme.